Bonsoir. On ne lui retrouvera pas sa voiture, mais l'histoire d'un téléspectateur qui voulait la vendre et s'est fait largement pigeonner, cette histoire peut être utile à d'autres. Et on parlera aussi ce soir du soleil, ou plutôt de l'énergie qu'il nous fournit, en particulier de l'énergie électrique, grâce à des panneaux qui deviennent de plus en plus beaux. En quoi ça me concerne, se diront les locataires? Eh bien, cette technologie est en plein développement. Vous pourrez peut-être bientôt avoir des panneaux photovoltaïques sur le toit de votre immeuble ou sur votre façade et bénéficier d'une électricité renouvelable en direct. Produire sa propre électricité, c'est devenu moins cher. Le prix des installations a beaucoup baissé. Reste le problème des subventions, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est une énergie qui va se développer. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, d'autant que, rappelez-vous, le peuple suisse a dit oui à la fermeture des centrales nucléaires, ce qui implique de donner un nouvel élan aux énergies renouvelables. Des panneaux photovoltaïques, on en verra de plus en plus, encore qu'ils se feront de moins en moins remarquer. Les panneaux solaires, peu à peu, fleurissent sur nos toits. Mais au juste, comment fonctionnent-ils? Pour faire de l'électricité avec de la lumière, on utilise des cellules photovoltaïques composées de silicium. Le silicium est l'élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l'oxygène. Et ce semi-conducteur a la particularité de transformer les photons, les grains de lumière, en courant électrique. À Neuchâtel, cela fait des années que le CSEM, le Centre suisse d'électronique et de microtechnique, développe des panneaux solaires. Un panneau solaire, c'est deux cellules solaires de silicium qui sont prises en sandwich dans deux feuilles de colle et deux verres. En fait, c'est un verre laminé avec des cellules solaires à l'intérieur. Ici, dans le pôle d'innovation neuchâtelois, on met toutes sortes de panneaux solaires à l'épreuve du temps à travers différentes batteries de test. Qu'est-ce que t'en penses? Donc ici, on a plusieurs chambres qui nous permettent de simuler des environnements climatiques différents, de température, d'humidité, d'ensoleillement UV, parce que tous ces facteurs sont extrêmement agressifs pour les matériaux qui constituent le panneau solaire, pas spécialement la cellule photovoltaïque, mais tous les colles et les plastiques qui sont ajoutés, parce que la cellule solaire elle-même est extrêmement fragile, donc on doit mécaniquement la protéger. Et puis ces outils qu'on a ici qui nous permettent d'accélérer ces vieillissements nous permettent ensuite de pouvoir créer des modèles pour pouvoir finalement prédire quelle va être la durée de vie d'un panneau solaire dans un environnement donné en fonction des matériaux qui ont été utilisés pour sa construction. On certifie qu'après 25 ans, le panneau solaire produira toujours 80% de son efficacité initiale. L'effet photoélectrique, c'est Albert Einstein qui l'a décrit. C'est d'ailleurs pour ce travail-là que le savant, longtemps établi en Suisse, a reçu le prix Nobel de physique de 1921. Au début, l'électricité photovoltaïque coûtait très cher parce qu'il fallait travailler du silicium pur. Et le seul domaine qui pouvait se le payer, c'était le spatial. Mais aujourd'hui, on cherche à mettre au point des cellules photovoltaïques plus performantes et plus abordables. Le CSEM, qui s'est forgé une réputation internationale dans le solaire, y travaille dans son labo photovoltaïque. Dans mon secteur au sein du CSM, on va développer des nouveaux matériaux, donc des nouveaux matériaux photovoltaïques qui vont absorber la lumière dans une... Le silicium, on va dire, absorbe bien dans le rouge, et on va développer des matériaux qui absorbent bien dans le bleu. Et on va essayer de les combiner soit entre eux, soit sur le silicium. Ce faisant, on va absorber à la fois le spectre solaire très bien dans le bleu et très bien dans le rouge, et on va avoir une cellule solaire plus efficace. Tout le trick, tout le point sensible, ce sera d'arriver à faire ça sans augmenter les coûts. Comme ça, on pourra se le payer, avoir des panneaux solaires plus efficaces qui prennent moins de place. Rendement et coûts sont importants, mais il y a aussi la question de l'intégration du photovoltaïque. Et pour ce faire, il a fallu développer les vertus esthétiques des panneaux. C'est une autre spécialité du CSEM. Alors ça, c'est un panneau photovoltaïque, exactement. C'est un panneau très standard même en fait, puisqu'il a les cellules solaires chrysalides qu'on a l'habitude de voir. Sauf que par-dessus, on a mis un film qui est finalement l'innovation en fait, de ce panneau qu'on a développé ici au CSEM, qui permet d'être le support d'une image à très haute définition et qui couvre complètement le panneau solaire. On ne voit plus du tout les cellules. Et puis c'est ça finalement qui en fait un objet artistique plus qu'un panneau solaire.
Le CSEM, on peut l'appeler comme ça aussi, a développé plusieurs types de panneaux en couleur. Des peintures, des photos qui peuvent jouer des rôles variés dans un décor urbain. Ces panneaux colorés sont moins performants, mais ils répondent à plusieurs objectifs en même temps. Dans leur performance, ils vont produire moins qu'un panneau classique parce que la couleur qu'on leur met devant, en fait, agit comme un filtre. Le challenge, c'est d'arriver à faire que ce panneau photovoltaïque devienne un matériau de construction. Et ça, c'est quand même un rôle complètement différent pour l'objet lui-même. Un matériau de construction, il doit avoir des spécificités mécaniques et constructives pour un bâtiment, de façade ou de toiture. Et puis, il doit être esthétique, donc il doit être beau. On doit pouvoir le faire de différents formats, de différentes couleurs. Et voilà, c'est ça le challenge, en fait, c'est de transformer l'élément photovoltaïque standard en élément de construction qui puisse remplir plusieurs fonctions en addition de celle de produire de l'électricité. L'enveloppe du bâtiment principal du CSEM en est un exemple éloquent. Le Centre suisse d'électronique et de microtechnique est un centre de recherche, on l'aura compris, sans but lucratif, un partenariat public-privé. Je recevrai d'ailleurs le directeur de son centre de technologie photovoltaïque dans quelques minutes. Le temps de découvrir comment des panneaux peuvent se glisser dans le paysage, recouvrir des toits, des façades, chez les particuliers ou des petites entreprises, comment on peut en poser sans que ça dépareille un bâtiment historique, par exemple. Ce qui fait que les panneaux photovoltaïques pourront se multiplier. Les architectes, les propriétaires, les coopératives auront de plus en plus de choix esthétiques à faire, mais l'esthétique a un prix. Lutry. L'équipe de l'entreprise Solstice met une dernière main à la réfection d'un toit dont le pont sud est entièrement composé non pas de panneaux, mais de tuiles solaires. C'est les panneaux photovoltaïques de couleur. Ici, c'est une tuile qui était vraiment développée de couleur terracotta pour les bâtiments un peu protégés, les sites, les monuments historiques, pour avoir une intégration vraiment parfaite, pour avoir une tache noire ou une tache bleue au milieu de la toiture et permettre d'avoir une autorisation de construire pour pouvoir poser les cellules photovoltaïques. Cette tuile a la caractéristique de vraiment remplacer la tuile et d'être étanche. Elle est chevauchée entre elles avec un joint, elle est vraiment étanche à 100%. Pour répondre aux règles d'urbanisme ou esthétique, les tuiles de couleur aujourd'hui offrent des solutions variées. Alors maintenant, on n'a plus de limites dans le photovoltaïque. Que ce soit les couleurs, le format, on peut faire toutes les formes qu'on veut. On peut même refaire des façades avec une impression pierre, marbre, des façades totalement blanches. On peut les intégrer n'importe où, que ce soit sur les balustrades de balcon, les abris à voitures, les toitures, bien sûr, les façades et sur les vérandas. Question rendement, ça dépend de la couleur qu'on choisit. On a une baisse de rendement entre 7 et 20% maximum. Et question prix, tout le reste de l'installation, parce que c'est pas que les panneaux solaires, il y a l'onduleur, il y a tout le câblage, tout ça, ça reste le même prix qu'une installation classique. Par contre, le panneau, au mètre carré, on peut dire qu'il est plus ou moins le double d'un panneau standard. En Terre-Neuchâteloise, c'est au château d'Auvernier qu'on vient d'inaugurer une installation photovoltaïque avec des panneaux en couleur. Ils ont été montés sur un bâtiment nouveau, construit en périphérie du domaine. Le patron du lieu, c'est Thierry Grosjean, héritier d'un domaine viticole familial dont les origines remontent au XVIIe siècle. L'ancien conseiller d'État neuchâtelois savait ce qu'il voulait. Dans un lieu pareil, sur un site protégé, il n'était pas question d'installer des panneaux solaires classiques. Ça s'imposait pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça se marie beaucoup mieux avec le vieux village d'Auvernier et avec le site du château d'Auvernier. En plus de ça, c'est novateur. Idéalement, j'aimerais que le château d'Auvernier soit énergétiquement autonome dans 10 ans. Les 220 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés au château vont produire 24 000 kWh, soit un tiers des besoins. Ça équivaut à la consommation de 5 à 6 ménages, mais au château, ce sont les caves qui sont gourmandes en énergie. Les premiers kilowattheures solaires sont suivis avec attention, mais il faudra un peu de patience avant d'observer les premiers résultats. Il n'y a pas d'immédiateté dans le gain.
Il y a un proverbe bourguignon, un mot bourguignon que j'aime beaucoup. Le grand-père plante la vigne, le fils fait le vin et le petit-fils saura pourquoi. C'est dans cet esprit-là que s'inscrit ce projet. À Salavo, c'est une façade qui fait parler d'elle. Ici, la famille Besson gère la quincaillerie depuis près de 90 ans. Le soleil est devenu un sujet de discussion quand il a fallu rénover le bâtiment. C'est venu d'une demande de la famille Besson qui avait l'intention de rénover sa façade avec un système relativement traditionnel, une façade ventilée avec un dérivé de métal. Quand j'ai rencontré pour la première fois toute la famille, j'ai eu l'idée de leur proposer d'améliorer encore un petit peu le concept en amenant en plus une possibilité de produire leur propre énergie renouvelable. C'est vraiment l'aspect de pouvoir produire sa propre électricité, de pouvoir partir dans un projet aussi novateur, quelque chose que personne n'avait fait encore au niveau suisse. Et puis, c'est vrai que de pouvoir regarder ce que son bâtiment produit tout au long de la journée, moi j'aime beaucoup. Il y a 5 ans, on n'avait quasi aucune demande d'intégration dans le cadre des projets de rénovation de photovoltaïque. Aujourd'hui, on doit être entre 70 et 80% des projets où il y a la volonté, en tout cas, d'intégrer un champ solaire. Pour réaliser une des premières façades solaires de Suisse, il a fallu le caractère enthousiaste et novateur de Cédric Besson. Parce que son projet sera difficile à rentabiliser, il a son prix. Alors là, c'est du simple au double. Ici, on a une façade de 168 mètres carrés. Le budget, je dirais, pour une façade en alu était de 80 000. Et là, en panneau photovoltaïque, on est à 160 000, plus encore 10 000 francs d'installation électrique. La façade solaire est opérationnelle depuis juillet 2017. C'est encore tôt pour faire un vrai bilan, mais Cédric Besson a déjà détaillé le profil de sa consommation électrique. C'est une journée de travail, je dirais, normale de la quincaillerie, où ça c'est notre consommation en rouge. On arrive à 7h30, on ouvre le magasin et puis la journée se passe. En parallèle, on voit en bas, c'est la journée commence pour les panneaux à 6h du matin et on monte gentiment en production au gré, je dirais, de l'ensoleillement. Donc toute la surface en gris, c'est la production de votre façade. Tout à fait. Et puis c'est vrai que là on voit qu'à midi, le magasin se ferme, la consommation baisse, et puis la partie en blanc, c'est la partie qu'on réinjecte dans le réseau du groupe E. À 1h30, la journée recommence au niveau du magasin, l'après-midi se passe, et puis là, on peut voir que vraisemblablement à 6h15, il y a eu un gros nuage parce que la production a absolument chuté instantanément. Quelles premières observations, quel premier bilan vous faites ? Alors, je dirais que le bilan, de toute façon, est positif, parce qu'on produit de l'électricité. On aimerait toujours en produire un petit peu plus. Maintenant, c'est vrai qu'on est dépendant des conditions météorologiques. Mais là, on a fait un petit peu le bilan. On est à 12,3 mégawatts de production sur l'année. On a calculé qu'on a économisé environ 1500 francs sur notre facture électrique en autoconsommation et on a également réinjecté environ pour 500 francs d'électricité dans le réseau. On verra encore d'autres exemples d'installations sur des immeubles, des coopératives d'habitation. Voilà. Bonsoir François. Bonsoir Manuel. Vous avez réalisé tous ces reportages avec Régis Migy. Et puis j'ai le plaisir de recevoir aussi Christophe Balif. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre de technologie photovoltaïque du CSEM, PV Center, et professeur à l'EPFL. Alors votre curriculum vitae est absolument phénoménal. Je dirais que vous êtes tombé dans la marmite du photovoltaïque depuis très très longtemps, on peut dire. Première question à vous, bien sûr. Si on compare la Suisse à ses voisins ou à d'autres pays de l'Union européenne, est-ce qu'on est en retard ou on avance sur le plan du photovoltaïque ? Alors on avance au niveau de la recherche et du développement. On développe des technologies extraordinaires en Suisse. Maintenant, au niveau du marché, au niveau de l'installation des panneaux photovoltaïques, on était pionniers, on était parmi les premiers dans les années 80-90. Ensuite, on a pris beaucoup de retard sur des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Californie,
qui n'est pas un pays mais un État. Et petit à petit, on est en train de refaire notre retard. Et j'espère qu'à l'horizon 2035-2040, on sera un des pays pionniers et précurseurs dans l'intégration de grandes quantités d'énergie renouvelable dans le réseau électrique. Bon, je sais que vous êtes un optimiste, hein. François, pour ceux qui voudraient installer des panneaux photovoltaïques, il y a quand même des incitations, des subventions, mais le système a changé au cours des années. Oui, c'est vrai, la Confédération avait introduit en 2008 la RPC, la rétribution à prix coûtant. On rachetait l'électricité réinjectée dans le réseau 4 fois le prix de consommation. Et puis en 2014, quand on a voulu favoriser et introduire l'autoconsommation, on est passé à la RU, rétribution unique, où la Confédération participe à l'investissement lié à l'installation de panneaux photovoltaïques. Et c'est le régime qui prédomine aujourd'hui. Mais un régime qui est moins favorable qu'avant. Alors on se doute bien que ceux qui avaient installé il y a quelques années avant que le système change se sont sentis prétérités, en fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, réinjecter du courant dans le réseau, c'est pas très intéressant. Alors quand même, Christophe Baillif, ces incitations financières sont-elles insuffisantes pour finalement essaimer ces panneaux photovoltaïques? C'est quand même le but, non? Alors c'est toute la difficulté, on va dire, d'une politique liée à l'énergie. On a besoin d'une politique parce qu'on connaît les enjeux qui y sont liés, dénucléarisation, émissions de CO2, etc. Par contre, il faut trouver le bon mécanisme pour que ça soit assez généreux, mais pas trop. Et c'est toute la difficulté. La RPC, il y a quelques années, était trop généreuse. Du coup, on a trop vite utilisé tous les fonds. Et on essaie, avec la rétribution unique, de trouver un outil un peu mieux adapté pour permettre, on va dire, une croissance du marché pour arriver à une quantité importante d'électricité solaire. Alors, à l'heure actuelle, cette rétribution unique est peut-être un peu faible, et certainement trop faible pour permettre vraiment une explosion, enfin pas une explosion, une croissance du marché comme on doit l'avoir. Donc on s'attend à ce que la politique agisse particulièrement sur l'aspect de rachat du courant excédentaire. Donc on va autant consommer une certaine partie, peut-être 30%, on va réinjecter le reste qui va être acheté à un certain prix. Et là, il faudrait au moins avoir un tarif de rachat de l'ordre de 10 centimes, 12 centimes. On va dire que les distributeurs d'électricité exemplaires le rachètent entre 9 et 12 centimes. Et il y a les moutons noirs en Suisse qui le rachètent entre 4 et 5 centimes. Effectivement, les tarifs de rachat sont très très variables. On va rester sur les prix quand même. Le prix d'un panneau photovoltaïque a beaucoup baissé, mais la majorité aujourd'hui reste fabriquée en Chine. C'est difficile pour nos fabricants suisses d'être concurrentiels. Alors c'est sûr qu'à part sur les produits, on va dire, de niche, de spécialité, et dans tous ces panneaux colorés, ces produits spéciaux, la Suisse a vraiment un rôle à jouer. Mais de manière générale, la Chine a une politique industrielle, on va dire, a une capacité à investir pour produire toutes sortes d'objets dans le domaine de l'électronique, et le panneau solaire en est un, qui fait qu'elle arrive à des prix qui sont absolument incroyables. Mais la Chine l'a fait grâce à des équipements de fabrication européens aussi, donc il y a beaucoup de technologies européennes dans ces panneaux, et les prix sont tels maintenant qu'on peut quand même dire que c'est du kilowattheure au niveau de la partie qui va revenir de la Chine, au niveau du module, c'est quelques centimes, 1 à 2 centimes pour le kilowattheure du panneau. Donc le reste de la valeur ajoutée est aussi créé en Suisse autour du système photovoltaïque. D'accord. François, alors on l'a dit, maintenant il s'agit finalement de favoriser l'autoconsommation. Or, le soleil ne brille pas 24 heures sur 24, donc il va falloir qu'on change nos habitudes. Absolument, il faut changer ses comportements pour maximiser son autoconsommation. Avant, on avait des conditions favorables pour faire la lessive la nuit, par exemple, parce que l'énergie électrique nucléaire en ruban était constante, donc on vous donnait des incitations de cette nature-là. Maintenant, il faut vraiment profiter de l'ensoleillement au maximum. Ça veut dire que dans certaines familles, quand certains vont à la plage, d'autres font la lessive. Restez avec nous si vous voulez bien, puisque la suite va vous intéresser. La Suisse passe lentement mais sûrement à une production d'électricité décentralisée, renouvelable. C'est ce que le peuple suisse a voulu en acceptant la stratégie énergétique 2050. Et ça se traduit par la multiplication de panneaux photovoltaïques sur des quartiers entiers. Ce projet a vu le jour sur la demande d'un sociétaire locataire qui a demandé une étude pour voir si on pouvait poser des panneaux sur nos toits. Au départ, je n'étais pas tant favorable à ça parce que je pensais que ce n'était pas rentable. Et pour finir, on a fait l'étude avec Connect Group et on a vu que tous nos immeubles étaient rentables pour faire un tel investissement. Pour les locataires, l'électricité solaire ne va pas changer les habitudes. Ils sont toujours facturés sur la consommation effective de leur logement. Donc les inconvénients, ils n'en ont pas. Des avantages, ils en ont par diminution des coûts. On a un bénéfice et ce bénéfice est mis en diminution des charges que les sociétaires locataires payent chaque année. L'électricité produite par des panneaux photovoltaïques revient à quelques 8 ou 9 centimes le kilowattheure. Les grands fournisseurs, eux, la vendent autour des 20 centimes. Alors, comment ça s'explique? Alors le prix, comme nous le fournissons,
il y a différentes composantes. Il y a la partie énergie, donc ce qui est vraiment ce que vous pouvez comparer avec le solaire qui est produit, l'électricité solaire qui est produite sur le toit. Il y a aussi la partie transport. Cette énergie, elle vient de quelque part. Elle vient d'un barrage, elle doit traverser tout le réseau. Et après, vous avez encore des taxes fédérales qui s'ajoutent au kilowattheure. Quand on regarde la composition du prix, on est environ dans les 9 centimes pour l'énergie, autres 9 centimes pour le réseau et 2 centimes pour les taxes, grosso modo. Avec les panneaux et les façades solaires qui s'additionnent, les grands fournisseurs d'électricité font face à une concurrence croissante de petits producteurs décentralisés. Les grandes entreprises doivent s'adapter à cette nouveauté. On pourrait penser que c'est une concurrence pour le groupe E, mais c'est loin de là. Pour nous, c'est une grande opportunité parce que pour nos clients, on fournit à peu près 50% de l'électricité avec nos propres ouvrages hydrauliques, alors qu'il faut acheter 50% sur le marché. Notre intérêt, ce n'est pas acheter de l'énergie sur le marché et de le revendre. Ce n'est pas seulement la production qui est importante pour avoir un système énergétique complet. Nous voulons aussi contribuer avec des solutions dans les installations et dans l'optimisation. Remplacer le nucléaire par du renouvelable, c'est la stratégie qu'ont choisi les Suisses. Les grands opérateurs devront donc aussi adapter leur réseau en conséquence, et le défi est de taille. Dans le passé, vous pouvez comparer le réseau comme un arbre. Donc les centrales sont dans les racines. Il y a des grands troncs, des grandes lignes que vous voyez pour transporter le réseau, de plus en plus fins dans les quartiers. Si maintenant vous avez des productions à l'extrémité, le réseau il va aussi être adapté afin de pouvoir amener ce courant d'une branche à l'autre sans forcément traverser le tronc. La superficie de la Suisse reçoit 200 fois plus d'énergie sous la forme de rayonnement solaire que ce qu'il faut pour couvrir la consommation totale du pays. C'est un potentiel à peine exploité. En 2016, 5% seulement des surfaces adéquates de toit ou de façade étaient couvertes par des installations photovoltaïques. Alors aujourd'hui, c'est 3% d'électricité venant du solaire, c'est quasiment 80% de ce que produit Mühleberg. Donc on voit, si on a encore un bon marché cette année, on arrivera quasiment au 100% de Mühleberg. Et ça tombe bien, c'est normalement la période l'année prochaine. On doit déconnecter cette centrale et puis on aura fait avec le solaire quasiment tout l'effort de production alternative de cette centrale. On a quand même une technologie relativement mature, hein. Même à l'échelle mondiale, le solaire aujourd'hui, ça représente quasiment 2% de la consommation d'électricité mondiale. C'est un marché de plus de 100 gigas, donc la puissance de 100 centrales nucléaires à l'échelle mondiale installées l'année dernière. Aujourd'hui, l'aide de la Confédération peut atteindre 30% de l'investissement d'une installation photovoltaïque. Ces aides publiques, fédérales ou cantonales, jouent un rôle souvent décisif pour lancer un projet. Ce qui nous a finalement vraiment mis en route, c'était l'incitation de l'État de Vaud. On avait reçu une lettre, des documents pour les impôts. Mais la motivation, nous, elle est assez idéaliste, je dirais. C'est pas purement économique. Pour un foyer de 4 personnes, la consommation annuelle de ce foyer pour les besoins d'électricité standard, hein, on compte environ 4000 à 5000 kWh. Une installation de 20 mètres carrés va permettre de produire l'équivalent de la consommation du foyer. C'est un investissement autour des 13 000, 14 000 francs. À ce montant, on va déduire la partie rétribution unique qui va être autour des 4 000 francs de rétribution. Et à ça, le couple va pouvoir déduire une partie de cet investissement à 100% dans sa déclaration d'impôt. On sait ce qui fait un coût du kilowattheure autour des 8 centimes versus le coût actuellement vendu par les opérateurs autour des 22-23 centimes. Il faut parfois attendre 2 ans pour toucher la rétribution unique de la Confédération. Et cela retient parfois les clients. C'est pour cela qu'aujourd'hui, des entreprises prennent sur elles d'avancer le montant des subventions. Il y a même des sociétés qui vont encore plus loin en assumant elles-mêmes le financement complet d'une installation. Le client ne met pas la main à la poche. Il bénéficie d'une installation photovoltaïque sans aucun investissement initial
et ils payent que l'énergie produite sur leur toit. Autrement dit, vous devenez leur fournisseur d'électricité solaire. On devient leur fournisseur d'électricité solaire. Financièrement, quel peut être l'aspect intéressant? Par exemple, pour cette installation, il y aura une réduction de 4 à 5% de leur tarif d'électricité. En autoconsommation, un ménage utilise environ un tiers de l'électricité qu'il produit sur son toit. Pour faire mieux, on peut encore s'équiper de batteries, mais leur coût reste élevé et difficile à rentabiliser. Il y a des situations où ça vaut la peine aujourd'hui, il y en a d'autres où on conseillerait éventuellement d'aller vers d'autres moyens d'optimisation, à savoir peut-être passer à de la mobilité électrique ou pour nous, ce qui est certainement le meilleur moyen de stockage aujourd'hui, c'est via le chauffage de l'eau chaude sanitaire. À Aigle, la famille Waldman a opté pour l'équipement complet. Panneaux photovoltaïques, batteries et pompe à chaleur pour le boiler. Nous, on a été agréablement surpris au niveau de la facture pour l'eau chaude, puisqu'on produit notre eau chaude avec ce boiler pompe à chaleur. Donc ça, c'est vrai que là, on a vu, c'est même pas sur la facture annuelle, alors que c'est même pas une année entière avec boiler pompe à chaleur, on a déjà économisé, je pense, 500 francs. Donc ça, là, tout à coup, ça se remarque vraiment concrètement. Avec l'ouverture complète du marché de l'électricité, de nouvelles possibilités s'ouvriront aux consommateurs, comme la vente d'électricité de particulier à particulier. Christophe Walliff, ce qui vaudrait la peine, évidemment, c'est de pouvoir stocker l'électricité qu'on produit soi-même. Mais les batteries, pour l'instant, c'est encore très cher. Est-ce que ça va changer aussi? Alors, c'est en train de changer à une vitesse fulgurante. Entre autres, grâce aux progrès qui sont faits avec la motorisation électrique des véhicules, on produit de plus en plus de batteries. Et ce qu'on a observé par les panneaux solaires, savoir que chaque fois qu'on produit 2 fois plus de panneaux solaires, les coûts de production baissent de 20%, c'est en train de se passer pour les batteries. Donc oui, les batteries vont être de moins en moins chères et cela va favoriser le stockage local d'électricité. Après, ce n'est pas forcément toujours la bonne manière de rajouter des batteries. Pourquoi ? Parce qu'on peut aussi travailler avec des communautés d'autoconsommation. On pourrait aussi, d'un point de vue national, utiliser plus les possibilités offertes par le pompage-turbinage. Donc ça va dépendre de si on va avoir un optimum, on va dire, local, essayer d'utiliser le plus d'électricité pour soi-même, ou bien optimiser, on va dire, la valeur économique pour un pays. Ce n'est pas toujours le même optimum. Ah oui, d'accord, il faut bien voir. Alors, 2 questions encore très pragmatiques, François. Quelle est la durée de vie d'un panneau photovoltaïque actuellement? Et pendant combien de temps est-ce que, si je veux investir là-dedans, je vais mettre pour amortir les frais, l'investissement de départ? Alors plus de 30 ans, la durée de vie d'un panneau photovoltaïque. En tout cas, après 30 ans, il a encore un rendement à 80% de ce qu'il avait à l'origine. Donc ça continue d'être performant. Et on l'a vu, grosso modo, une installation pour produire 4000, 5000 kWh par année, un ménage, coûte à peu près 14 000 francs. Vous soustrayez les 4 000 francs de la RU, rétribution unique, la subvention fédérale. Vous avez un crédit d'impôt parce que vous pouvez déduire complètement votre investissement. Donc vous allez encore économiser 2 à 3 000 francs. Au final, votre installation vous aura coûté à peu près 7 000 francs. Si vous économisez 500 francs ou plus par année, en une bonne dizaine d'années, vous aurez amorti complètement votre installation et elle va vivre encore une bonne vingtaine d'années en tout cas. Un calcul qui a l'air favorable, il peut même l'être encore davantage, Christophe Walliff. Alors je pense du moment qu'on rénove une toiture, qu'on doit de toute façon installer les échafaudages, enlever les tuiles, il y a vraiment une grande valeur à faire ce qu'on appelle du photovoltaïque intégré en toiture. Quand on planifie un nouveau bâtiment avec une toiture, au lieu de mettre de la tuile, on intègre directement le photovoltaïque. Et là, le calcul économique peut être encore meilleur. Après, il n'y a pas forcément, on va dire, que le coût pur qui compte. On peut aussi faire des systèmes qui sont plus jolis et on peut être aussi prêt à mettre un peu plus d'argent pour l'esthétique et pour avoir du plaisir à avoir une installation renouvelable et propre. Alors tout ça c'est bien joli, mais il ne faudrait quand même peut-être pas oublier ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire toute l'énergie qu'il faut pour fabriquer, voire recycler ou détruire ces panneaux quand même. Alors c'est une bonne question. Malheureusement, il y a des mythes qui ont la vie très dure. Les gens pensent toujours qu'il faut autant d'énergie pour fabriquer un panneau solaire qu'ils vont en redonner pendant toute la vie. C'est bien sûr faux. On a fait d'énormes progrès technologiques. À l'heure actuelle, on est capable aussi, même avec le silicium, qui est gourmand en énergie, il faut couper ces petites plaquettes d'un cristal, on va dire, très pur. Eh bien, aujourd'hui, un système va redonner en Suisse typiquement l'ensemble de l'énergie qu'il a fallu lors de la production pendant les 2 premières années de vie. Il va durer 25, 30 ou 40 ans. Donc, on a un rapport qui est vraiment très favorable. Et au niveau du CO2 émis lors de la fabrication, on a également un rapport très favorable. Et ça s'améliore en permanence parce que c'est un secteur très dynamique.
pour être compétitif, l'industrie doit en permanence optimiser tous ses coûts, y compris énergétiques. Donc ça va dans la très bonne direction. Alors, est-ce qu'on parle déjà de recyclage? François nous le disait, ça dure longtemps finalement un panneau photovoltaïque. On est quand même au début du développement. On parle déjà recyclage. Comment ça va se faire en fait? Voilà, alors il y a un programme de recyclage qui s'appelle PV Cycle au niveau européen. Il y a un sous-contractant suisse qui s'est engagé à reprendre aussi les panneaux photovoltaïques. C'est vrai que c'est des panneaux qui sont relativement inertes. C'est essentiellement du silicium, du verre, un peu de polymère, un petit peu de plomb dans les contacts. Donc c'est en aucun cas un matériau qui est dangereux. Et vu que c'est des matériaux, des panneaux ont une qualité extraordinaire, la quantité de panneaux recyclés est encore, on va dire, suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas vraiment d'intérêt. Mais oui, il y aura à un moment donné des grosses masses à recycler, mais ce n'est pas vraiment un problème d'une aucune manière que ce soit. Donc ce sera gérable à vous entendre. En tout cas, merci à tous les deux pour vos explications. Et puis une dernière remarque sur le sujet important. Si vous êtes intéressé par une telle installation photovoltaïque, choisissez bien la société qui va le faire. Certaines ont mis la clé sous le paillasson et là, à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Comme chaque mardi, c'est l'une de vos histoires que je vous propose de découvrir. Maya Cholet s'est décarcassée pour vous la résumer. Il y a 2 personnages, dont un téléspectateur d'un bon entendeur, un garage et surtout une voiture. Cette Audi A3, Thomas Flückiger a décidé de s'en séparer. En mai 2017, il la met en vente sur divers sites internet. Fin juillet 2017, je reçois un coup de fil de ce monsieur qui se présente comme Charlie, n'est-ce pas, d'un garage qui s'appelle Autotraum dans le canton Soleure, dans un village qui s'appelle Neuendorf. C'est assez intéressant parce que il a un nom étranger, c'est un monsieur d'origine turque, donc je ne me rappelle pas d'avoir entendu son nom originel tout de suite, mais je me rappelle qu'il m'a dit « On m'appelle Charlie ». Il est très, très amical, très sympa. Prudent, et avant de conclure quoi que ce soit, Thomas Flückiger se renseigne sur le garage. Il décide de se rendre à Neuendorf pour rencontrer en personne Nazil Kaglar, alias Charlie, et voir ce qu'il propose. Une fois que je me suis rendu, c'était le 4 août. Là, il m'a reçu dans son bureau et j'ai pu constater effectivement que c'était un garage. Il y avait beaucoup de belles voitures sur le parking. Il y avait beaucoup de Mercedes, Audi, de très bonnes voitures. J'étais dans un garage qui existait. Très bonne présentation. C'était assez impressionnant. Ça s'appelle Autotraum, voiture de rêve. Donc voilà, je me suis laissé séduire pour cette impression. Oui. Je signe un contrat de commission. C'est un contrat de vente sous commission où c'est bien établi la description de la voiture, le prix de la voiture. Donc le contrat est très sûr. Ce contrat, le voici. Il donne en tout point l'impression d'être établi par Autotraum. Même adresse, même numéro de téléphone, la mention du site internet et le logo du garage. Charlie et Thomas Flückiger s'accordent sur un prix de vente de 16 500 francs. Quelques jours plus tard, la voiture est annoncée à la vente sur le site d'Autotraum. Thomas Flückiger et Charlie restent en contact. À la fin septembre, il m'annonce la bonne nouvelle par téléphone qu'il avait vendu la voiture. Mais le paiement des 16 500 francs ne suit pas. Toujours pas d'argent, donc c'est mi-octobre. Je le contacte, j'ai dit Charlie, alors comment ça se passe avec la vente? Et puis il me dit à la fin octobre, tout sera conclu. Mais les choses traînent. Pourtant, dans ses messages vocaux, Charlie se montre rassurant. Hello Thomas, comment ça va? Je viens d'avoir contact avec la banque. Ils m'ont envoyé les documents pour que je puisse accéder au e-banking. Ça veut dire que je peux te verser l'argent. Encore quelques jours et tout sera en ordre. Merci, on reste en contact. Ciao. 15 jours plus tard, toujours rien, Thomas Flückiger s'impatiente. Charlie le supplie d'attendre et finit par lui verser seulement 3 500 francs. Les 13 000 francs restants ne viendront jamais. Le dernier message de Charlie date du 14 décembre, ensuite plus de nouvelles. Thomas Flückiger n'en reste pas là. Il retourne au garage à Autotraum de Neuendorf pour demander des explications. Et là, coup de théâtre. On lui dit que Charlie n'a aucun lien avec le garage. C'était vraiment... il y a ce moment de choc, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas? À qui j'ai affaire? Oui, c'était assez surprenant. C'est un moment d'insécurité, oui.
En réalité, Charlie est juste un locataire du garage comme le stipule ce contrat. Il loue un bureau et des places de parc pour le compte de sa propre société Interwood AG. Monsieur Flukiger actionne sa protection juridique qui adresse plusieurs courriers à Charlie sans succès. La protection juridique demande alors un extrait du registre des poursuites au canton de Soleure où Charlie réside. Et là, surprise, il fait 11 pages. Cornerbank, Elzana, Fust, les impôts. Charlie fait l'objet de 55 actes de défaut de biens pour un total de passé 110 000 francs. C'était vraiment le dernier coup, n'est-ce pas, de désespoir quand l'avocate m'annonce que ce monsieur avait un très très long historique de poursuites dans le canton de Soleure. Thomas Flukiger dépose plainte contre Charlie. Contre le garage à Autotraum, il ne peut rien faire. Et ce dernier exclut toute responsabilité dans cette affaire. Ce que m'étonne, c'est d'imaginer que ce garage où j'ai laissé mon Audi, la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai laissé parquer là-dessus, qu'eux, ils puissent dire « nous n'avons rien à voir avec votre voiture, on n'a jamais touché votre voiture ». Moi, je trouve que j'ai signé un contrat dans ce bureau, sur un contrat d'Autotraum, et qu'on puisse me dire « on n'a rien à voir avec votre voiture ». C'est comme si c'était ni vu ni connu. C'est extraordinaire. En fait, cette histoire, c'est un peu comme une poupée gigogne. La maison mère du garage Autotraum, qui est basée à Zurich, nous a fait savoir qu'elle n'est responsable de rien, puisqu'en fait, elle loue le garage à une société Diamonds Car, qui, elle, a loué une partie de ses locaux à Charlie. Le responsable de Diamonds Car a refusé de nous accorder une interview. Il a quand même daigné nous donner quelques explications oralement, qui ont changé d'ailleurs en cours de route. D'abord, il n'était au courant de rien. Il n'avait rien à voir avec Charlie, qui aurait quitté les lieux sans payer ses loyers. Puis, deuxième version, dans ce même garage, la voiture de notre témoin, Thomas Flukiger, n'aurait pas été la seule à disparaître. Nous avons évidemment essayé de joindre Charlie à plusieurs reprises. Charlie a disparu, lui aussi. Ne lui confiez jamais votre voiture. Vous connaissez la formule, un consommateur averti en vaut deux, d'où l'intérêt de parcourir avec vous les magazines francophones de défense des consommateurs. C'est avec vous aussi qu'on le fait ce soir. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Anita. Alors vous avez choisi 2 articles dans la revue française Que choisir. Oui, le premier concerne les médailles attribuées au vin, vous savez, ces petites médailles dorées. On n'a pas moins en France de 200 compétitions qui attribuent des médailles tout au long de l'année. Et puis sur les 5 plus grosses compétitions, le magazine a calculé qu'on attribuait 11 000 médailles. Ah bah c'est énorme, mais pourquoi autant de médailles? Simplement parce que les producteurs qui se présentent à ces concours veulent un retour sur investissement. Un tiers des gens reçoivent une médaille, et si c'était 1 sur 10, ils ne viendraient plus dans ces concours. Parce qu'ils payent en fait pour y participer, il faut bien le dire. Mais toutes ces médailles aussi ont un intérêt pour les commerçants du vin. Mais bien sûr, parce qu'une petite médaille dorée sur une bouteille, ça vous assure une augmentation de prix d'environ 10-15%, et puis ça vous augmente vos ventes de 20 à 40%. Oui, mais en Suisse, la situation est un peu différente puisque l'Union suisse des œnologues a mis en place un système de parrainage et de contrôle pour limiter l'avalanche de concours qui ne sont pas toujours crédibles. Maintenant, le magazine Que choisir nous explique aussi les problèmes d'un fromage typiquement français que l'on consomme beaucoup, Stéphane. Et oui, il s'agit du camembert de Normandie. On va avoir à partir de 2021 2 camemberts de Normandie AOP. Le premier, le vrai, l'authentique, qui sera fait avec 2 tiers de lait provenant de vaches normandes, au lait cru. Et le second qui sera fait avec du lait pasteurisé, avec des vaches dont 30% du lait devrait être de Normandie seulement. Qui sera AOP aussi, si je comprends bien. Et donc, on peut dire que les industriels ont gagné une victoire, là, celle de décrocher un AOP. Bon. On change de pays, on change de magazine. Oui, avec la FRC et sa revue Mieux choisir, qui nous fait un article sur la lumière bleue, celle qui sort de nos tablettes numériques et autres téléphones, qui cause des problèmes à l'endormissement. Le détail dans la revue. Oui, donc un article important pour les parents d'enfants et d'ados, parce que quand on se couche trop tard, on a de la peine à se lever et suivre l'école. Aussi un sujet important pour le mois de septembre, c'est le fameux marronnier du mois de septembre, les primes d'assurance maladie. On en parle également. C'est bon à savoir, qui nous révèle que pour 2017, nous avons payé 640 millions de trop pour ces primes maladie. Et la cause en est de mauvaises estimations des calculs de coûts et de risques des années précédentes.
De l'argent que vous ne reverrez pas parce qu'il finira encore une fois dans les fonds de réserve des assurances. Quel sera le montant de vos primes 2019 ? À la hausse, à la baisse, on peut rêver. Vous le saurez dans 3 petites semaines. Bon à savoir revient aussi sur une pratique que nous avons souvent dénoncée, Stéphane. Oui, exact. C'est les avances sur travaux. Vous allez réaliser des travaux. Une entreprise vous demande d'avancer tout ou partie de l'argent et puis, elle disparaît dans la nature, elle fait faillite, etc. Oui, ça arrive souvent. Oui. Ça arrive, oui. Alors, il y a une solution simple, c'est de demander à l'entreprise de faire une garantie pour l'argent avancé auprès de la banque. Bien sûr, c'est un coût. Mais si vous engagez une grosse somme, ça vaut la peine. Garantie bancaire, c'est un bon conseil. Alors, on va sortir de la francophonie pour parler d'un test très intéressant qu'ont mené nos collègues suisses alémaniques de Kassensturst. Exact. Ils se sont préoccupés du charbon de bois et ils ont fait analyser des sacs pour estimer les espèces contenues dans le charbon de bois. Alors bien sûr, au final, sur 21 sacs, on trouve 9 sacs qui contiennent du bois qui vient de régions tropicales ou subtropicales, alors que sur l'emballage, rien n'est indiqué. Donc ils font un reportage notamment au Nigeria. On voit des Nigériens en train de constituer du charbon de bois sur la base de leurs forêts qui sont petit à petit réduites à néant. Les résultats en allemand seront disponibles sur notre site internet pour ceux qui ont encore prévu peut-être de faire des grillades en cette fin d'été. Merci beaucoup Stéphane, bonne soirée. Bonne soirée. Elle génère des flux financiers énormes et cause de lourdes pertes aux économies nationales. L'industrie de la contrefaçon sera au cœur de notre enquête mardi prochain. Quand on parle de contrefaçon, on pense évidemment au faux sac Vuitton ou à la fausse montre Rolex achetée sur un marché pendant les vacances. Ici, les vendeurs ne se cachent pas. Mais les meilleures copies se trouvent à l'abri des regards. Ce rabatteur en t-shirt orange veut nous vendre des montres de luxe contrefaites. C'est derrière cette étagère à double fond qu'elle se trouve. C'est une pièce secrète. À l'intérieur, des imitations de Rolex, Hublot, Audemars Piguet, une vingtaine de marques au total. Globalement, on pense que le chiffre d'affaires des contrefacteurs de montres suisses tourne autour du milliard de francs suisses, ce qui correspond à peu près à 5% du chiffre d'affaires à l'exportation. C'est considérable, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé que ce qui concerne les t-shirts ou d'autres faux produits. Mais aujourd'hui, tout est copié. Médicaments, articles de sport, pièces détachées de voitures, meubles, produits alimentaires, vins, etc. Le marché de la contrefaçon a explosé avec Internet et les réseaux sociaux. Ce sont des réseaux extrêmement bien organisés qui sont liés aussi au blanchiment d'argent, au trafic de drogue, à la traite d'êtres humains. Et puis, il y a des liens également avec le terrorisme. On sait aujourd'hui que les attentats de Charlie Hebdo à Paris en 2015 ont été en partie financés par la contrefaçon. Quelles sont les armes utilisées par les marques pour les traquer? Comment ne pas se faire piéger par ce commerce illicite protéiforme? Et jusqu'où va la responsabilité de celui qui achète une contrefaçon, intentionnellement ou non? Les médicaments achetés sur Internet peuvent-ils être dangereux pour la santé? Tout ça, ça vient de la douane. Voilà. Tous ces médicaments ont été saisis par la douane, soit les centres de triage des paquets, soit directement dans les aéroports. Ici, on a un cas typique de contrefaçon. C'est un envoi qui a été saisi à la douane de Genève. On a ici une imitation de Viagra et une imitation de Cialis. Ça ressemble au produit original, alors qu'en fait, les analyses effectuées ont montré que le faux Viagra ici contenait 60 mg de sildenafil au lieu de 100 mg. Là, c'est vraiment copie petite pilule bleue classique. Hein. Exact. Des réponses à tout cela mardi prochain. À bon entendeur, à enquêter en Suisse et jusqu'en Chine, un des principaux pays producteurs de contrefaçon. Voilà, très bonne fin de soirée. À tout bientôt, même jour, même heure.